voilà, je pense qu'on a terminé pour cette partie. On va effectivement passer à la science. Et donc nous allons accueillir notre premier orateur, donc, qui est Christian Grisolia. Christian, as-tu besoin d'un micro? Oui. Tiens. Mais je pense qu'il y a besoin d'un micro pour l'enregistrement. Enfin, bref. Alors merci pour passer les planches, tu as les... Oui, je me débrouille. Donc moi, je veux bien être enregistré, mais vous ne coupez pas mon accent. Hein. Vous gardez mon accent à l'enregistrement. C'est important. Bonjour, bonjour à tous. Donc moi, je suis Christian Grisolia. J'ai commencé à travailler dans les tokamaks en 89, dans le tokamak qui s'appelait à l'époque Tor Supra, donc ça fait un bail. Donc j'ai travaillé dans l'exploitation du tokamak jusqu'en 2023. Après, j'ai divergé un petit peu, mais donc voilà un peu mon profil. Donc je suis émérite CEA. C'est pas tout à fait ça, c'est conseiller scientifique pour le CEA. Et en même temps, depuis ma retraite, je suis ingénieur conseil dans une entreprise privée qui s'appelle Syngenia, qui est belge. Personne n'est parfait, mais voilà, je suis très content de tout ça. Alors je vais vous présenter la fusion thermonucléaire et ses controverses. J'ai aimé mettre cette toile de Rubens, Prométhée, qui a volé le feu aux dieux, donc après vous en tirez ce que vous voulez. Et donc je ne vais pas vous parler de fusion thermonucléaire, je vais juste introduire la fusion thermonucléaire et ce qui va me servir pour introduire ces controverses. Ce sujet, en fait, m'a été demandé par le CEA, l'INSTN, il y a une dizaine d'années à peu près. Justement, il y avait les controverses de la fission, les controverses de la fusion, donc j'ai commencé à réfléchir, à regarder ce que disait sortir du nucléaire en 2006-2007 sur le projet ITER, etc. Et puis, petit à petit, ça s'est construit autour de questionnements que vous pouvez tous avoir d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas spécialiste de tout ce que je vais vous présenter. Questionnements que vous pouvez avoir, même dans votre démarche scientifique, sur vos projets à vous. Hein. Voilà. Donc moi, j'ai essayé vous allez voir, de voir un petit peu ce qui est dit dans la fusion, comment c'est présenté et qu'est-ce qu'on peut en penser. Voilà. Donc juste une introduction. Donc je commence par vous montrer un réacteur. Hein. C'est le jet à queue lame. Alors bien sûr, vous voyez qu'il y a du plasma à droite, il n'y en a pas à gauche, mais ça je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la savez aussi bien que moi. Ça c'est une vue du plasma avec une CCD visible, donc on ne voit pas le centre du plasma qui est la partie la plus chaude. Il y a une souris peut-être là, je ne sais pas si elle marche. Bon, la partie la plus chaude, elle est là-haut. Attendez, excusez-moi. Voilà. La partie la plus chaude est au centre. On voit seulement les endroits où le plasma interagit avec les matériaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je mets ça en perspective parce que c'est une machine qui vient de réaliser un record plasma en continu. Continu, c'est 4-5 secondes et c'est 69 mégajoules en deutérium tritium. C'est la seule qui peut fonctionner en deutérium tritium au monde. Alors, juste pour revenir à des choses qui vont me servir par la suite, il y a plusieurs possibilités, ça c'est des sections efficaces de réaction, il y a plusieurs possibilités et vous voyez qu'on utilise la réaction de deutérium-tritium et il y en a d'autres possibles, deutérium hélium-3 par exemple, et vous voyez que la grosse différence entre les deux, ben, c'est que dans une il y a des neutrons et dans l'autre il n'y a que l'hélium-3, l'hélium-4 produit pardon, et du proton, avec le près la même réaction. Donc dans un cas, vous utilisez du tritium, qui est un isotope radioactif de l'hydrogène, donc il y a des problèmes de sûreté, qui n'existent pas dans la deuxième réaction. Et bien sûr, dans la première réaction, il y a des neutrons, qui posent des problèmes en termes de matériaux, mais qui donnent certains avantages sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Alors, ensuite, problème, c'est la configuration qui est la plus étudiée depuis les années 50, suite aux percées de nos collègues russes. Hein, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est les tokamaks. Hein, vous voyez la tokamak avec le champ magnétique toroïdal de confinement, plus un champ magnétique poloïdal introduit par un courant plasma qui améliore le confinement. Et une des difficultés que l'on a dans un tokamak, c'est le courant plasma. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je vais donner quelques échelles à peu près de courant plasma. Sur le jet, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, le maximum courant, c'est 5 MA. Sur ITER, c'est 15 MA. Chez nous, sur Ouest, le tokamak Ouest, qui est la suite du tokamak Tor Supra, je ne sais pas si je parle pas un peu trop fort, ça va? La suite du tokamak Tor Supra, c'est 1 méga, à peu près. Donc, courant plasma. Dernier point qui est important aussi, c'est, parce que ça va me servir pour tout à l'heure, c'est une chambre à vide, un tokamak. Pourquoi une chambre à vide? Bien sûr, parce que il faut que la pression magnétique soit supérieure à la pression plasma, autrement c'est pas stable. Et en fait, si vous regardez technologiquement ce qu'on a là, alors vous pouvez me dire, on peut en discuter après des valeurs des champs magnétiques
Mais dans ITER, par exemple, et dans Nemo, le futur, c'est à peu près 5 à 6 Tesla. Tout ça est sous condition. Hein. La température qu'on vise, c'est 20 keV. Et bon, ça vous donne des densités qui sont très faibles par rapport à la pression atmosphérique. Donc, on est dans une chambre vide. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tokamak, si on résume? Tokamak, ça vient de ce qui est marqué là en russe, hein, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas seulement une chambre toroïdale avec bobine magnétique. C'est une chambre vide, entourée de champs magnétiques puissants, bien sûr, qui assure le confinement. Et c'est un courant plasma. Et c'est un courant plasma, c'est une des difficultés. Vous allez voir pourquoi. Alors, je voudrais revenir... Allez, je vais très vite. Hein. Donc, dans une chambre vide comme ça, il y a des matériaux, et des matériaux, c'est ceux qui sont en interaction directe avec le plasma, ce qu'on appelle chez nous les composants face au plasma, les CFP, et puis les matériaux de structure, c'est-à-dire les matériaux qui portent, par exemple, ces composés face au plasma. Alors, les CFP sont soumis au bombardement plasma, bombardement, ions, atomes, hélium, blablabla, etc. Impureté, c'est important. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là. Hop, je vais couper. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là. J'ai dû appuyer malencontreusement sur mon bouton. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais bien sûr, sur les impuretés, mais on pourra y revenir. Et bien sûr, il y a les neutrons. Et après, il y a les matériaux de structure qui sont donc loin du plasma et qui sont soumis aux neutrons seulement. Vous voyez que le point, je fais un focus quand même pas mal sur les neutrons. Ouais. Ça marche? C'est une introduction très rapide. Donc pour ces composés face au plasma, par exemple, ils ont différentes propriétés, conducteurs électriques, bonne conductivité thermique, à peu près, sur une machine de fusion, on a à peu près en continu 10 à 12 MW par mètre carré, ce qui est énorme. Il faut soit des réfractaires, ils résistent à l'érosion due à l'interaction plasma-paroi, il ne faut pas qu'ils piègent le tritium. Le tritium est un composé rare et cher, et de plus un composé radioactif, donc il ne peut pas être relargué dans l'environnement. Donc ce composé, il y a des problèmes de sûreté, et par exemple les autorités de sûreté imposent, on pourra dire pourquoi, un inventaire de tritium dans les matériaux à l'intérieur de la chambre vide inférieur à 700 grammes à peu près. Et puis il ne faut pas oublier les problèmes de perméation, etc. Perméation à travers les matériaux, c'est de l'hydrogène, n'oublions pas. Donc si vous regardez toute cette liste de propriétés, vous avez plusieurs possibilités. Au départ, par exemple, il y avait les carbone fibre composites et le tungstène, et puis maintenant on en est réduit au tungstène. Pourquoi? Parce que le carbone piège énormément de tritium et on atteint très très rapidement la limite de 700 grammes, comme c'est montré ici dans une slide que j'ai tirée d'un papier. Si vous voulez les références, je vous les donnerai, je ne les ai pas mis sur la présentation. Vous voyez que vous avez 700 grammes de tritium à peu près. Si vous prenez une... Je dois appuyer malencontreusement sur mon bouton, c'est ma faute, je crois. Si vous prenez une limite de 700 grammes, vous voyez que vous atteignez, c'est ridicule, 250 décharges, si vous en faites 10 par jour, c'est 25 jours. Hein. Full power, d'accord? Donc vous atteignez en 250 décharges de 400 secondes, vous atteignez la limite de 700 grammes imposée par les autorités de sûreté. Et bien sûr, si vous êtes all tungstène, alors j'ai essayé de ne pas faire le couillon. C'est l'autre. Allô? Oui. Donc, je vais essayer de ne pas faire le couillon, comme on dit chez moi. Donc, 700 grammes, all tungsten material, c'est 25 000 décharges, ce qui commence à être à peu près, beaucoup plus intéressant. Donc, depuis 1974, ITER est en tungstène, il n'y a plus de carbone dans la machine. Je vais vite, on répondra aux questions si vous en avez, bien sûr. Et dernier truc sur les matériaux, il faut bien sûr qu'ils soient activement refroidis. Pourquoi? Parce que 10 MW en continu sur 400 secondes, forcément, il y a une boucle de refroidissement quelque part, typiquement une boucle PWR des machines de fusion actuelles. Alors, allons-y. Après cette rapide introduction, j'ai essayé de faire une analyse critique de la filière. Alors, je vous dis, c'est les textes publiés par Sortir du nucléaire, puis après, il y a différentes polémiques, controverses qui sont sorties. L'Académie des sciences, dans les années 2000, a publié un papier sur les neutrons en disant que les machines de fusion ne marcheront jamais. On va voir. L'activation, il y a plein de trucs comme ça. Puis il y a des remarques personnelles. Attention, hein, je ne rentre pas dans des trucs qui pourraient, en tant que physicien des plasmas, le plus vous intéresser, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur du plasma lui-même. Est-ce qu'il faut fonctionner à ce qu'on appelle un mode à confinement amélioré qui entraîne des instabilités qu'on appelle edge localized mode qui permet ou qui entraîne des flux de particules et d'énergie sur les surfaces beaucoup plus importantes. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. On peut en discuter si vous voulez. Et puis, par exemple, il y a une controverse actuelle qui est en train de monter, c'est que les gens disent on va appliquer des forts champs magnétiques. Quelles sont les conséquences des forts champs magnétiques? Au lieu d'être à 4-5 Tesla ou 5-6 Tesla, on passe à 15 Tesla.
quelles sont les conséquences de cette... Je ne vais pas en discuter, peut-être si vous avez des questions, on en parlera à ce moment-là. Alors, le premier truc que je voulais aborder, c'est le premier pilier de la fusion, je dirais. C'est sur ça qu'elle est fondée. Hein. C'est-à-dire, c'est la forte énergie par réaction de fusion. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai, ça, on ne peut pas en discuter. Hein. Vous avez la comparaison fusion-fission charbon. Vous voyez qu'entre le charbon et la fusion, ou entre la fission et la fusion, il y a 2 ordres de grandeur en termes d'énergie. Je ne fais pas l'analogie avec les bombes, hein, mais je pense que vous savez tout ça à peu près. Quoi. Vous avez dans l'imagerie les bombes fission standard et les bombes à fusion. Vous savez qu'il y a des ordres de grandeur entre les deux. J'aime pas les analogies bombes, mais enfin on pourrait les faire. Donc ça c'est vrai. Alors, abondance du combustible. C'est le deuxième pilier de la fusion. Je dirais, ça me fait toujours rigoler de voir les mecs qui arrivent sur des machines de fusion et ils la vendent en disant « j'ai un verre d'eau là, et ça, dans ce verre d'eau, je peux faire vivre une famille pendant 1000 ans parce que j'ai ce qu'il faut. » Alors, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est opérationnel ou pas? Alors, commençons. Ben, le deutérium, il y en a partout. Ça, c'est un contexte facile à produire en plus, pas très difficile à produire, il y en a, puis surtout à extraire. Vous avez une quantité, vous voyez, je ne sais pas si vous le savez, c'est à 130-150 ppm. D'ailleurs, c'est une des difficultés du mesure de deutérium. Si vous voulez mesurer du deutérium dans de l'eau, enfin bon, il faut trouver des produits par des réactions, il faut sortir de cette limite de sensibilité. N'est-ce pas, Arnaud? Donc, ensuite, ben, quelques rappels sur le tritium, parce que je pense que, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc assez intéressant, le tritium. Premièrement, ça a une demi-vie de 12 ans. Ce qui est assez intéressant, parce que quand vous avez des composés tritiés, vous laissez dans un coin, vous attendez 100 ans, 200 ans, et au bout du compte, vous avez des composés qui ne sont plus activés. Alors, c'est un truc qui est aussi un truc intéressant, parce qu'il a un émetteur bêta, c'est un émetteur bêta, vous voyez l'électron qui, au moment de la décroissance, est émis lors de cette décroissance. Vous voyez que vous avez une énergie maximum qui est à peu près de 18 kV, avec une énergie moyenne de 5 kV. Alors ça vous donne des parcours dans la matière qui sont assez faibles, 350 nanomètres dans le tungstène, 900 nanos dans l'acier et 6 microns dans les tissus biologiques. Et c'est très intéressant parce que vous pouvez vous en protéger facilement, mais c'est un problème de mesure clair parce que comment vous le mesurez s'il est par exemple piégé dans du tungstène en dessous de 350 nanos? Impossible. Enfin, il faut des techniques qui ne sont pas évidentes. Il est très difficilement confinable. Bien sûr, comme tout hydrogène, on pourra en parler si vous voulez. Et il est considéré, je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous avez des questions, j'en parlerai. Je vous ai mis ici les courbes entre le Becquerel et les Sievert pour comparer par exemple le tritium avec le potassium 40 que nous avons à l'intérieur du corps ou le Pu par exemple. Vous voyez les différences énormes. Il est considéré comme faiblement radiotoxique. Comment il est produit actuellement? Je vais directement, parce que je n'ai pas trop le temps, sur ce qui se passe sur les nuclear power plants. Excusez-moi, hein, j'ai mélangé français-anglais, mais vous êtes bilingue, donc il n'y a pas de problème. J'espère. Donc, vous avez des produits en quantité assez importante, mais 2 grammes de tritium par an par réacteur, à peu près, par tranche, ce qui vous fait à peu près 1,2 kg par an. Et ce truc-là, ce tritium-là, est piégé dans les PWR, c'est intéressant à savoir, dans le combustible. C'est pour ça qu'on le retrouve à l'usine de traitement. Ce qui n'est pas le cas dans les générations 4 en particulier. On pourra y revenir si vous avez des questions, parce que c'est sur ça que je travaille actuellement, à ma retraite active. Donc il est fortement produit par ce qu'on appelle les CANDU, Canada Deuterium Uranium. C'est un réacteur... EV Water Reactor là, et c'est par interaction du neutron avec de l'eau deutérée. Et là, vous avez à peu près, c'est là où on en produit le plus, 150 grammes de tritium qui est produit par an et par réacteur. Alors, bien sûr, oubliez la courbe orange là, je voulais la supprimer. Oubliez-la parce que c'est un truc qui est faux. C'est ce qu'il y avait si ITER marchait. La quantité de tritium, si ITER marchait, ITER ne marche pas, donc oubliez-la. Regardez que la bleue, s'il vous plaît. Et là, vous avez la quantité de tritium à peu près disponible sur Terre actuellement, étant entendu qu'on a à peu près 20 CANDU, que la durée de vie du CANDU est de 40 ans. Les Canadiens essaient de la monter à 60 actuellement, et même plus. Hein. Et que voilà, vous avez à peu près une production par an. Voilà. Elle est constante jusqu'en 2025, et puis elle se met à décroître. Et donc vous voyez bien qu'une filière fusion ne doit pas se fonder sur des réacteurs fission pour fonctionner. Donc bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il faut que la filière produise
du tritium. Et pour produire du tritium, vous utilisez le neutron. Hop, ça s'est effacé. La flèche rouge, là, vous vous en souvenez, hein, excusez-moi, je suis désolé. Je dois l'avoir derrière, là, non? Bon, excusez-moi. Hein. Donc là, deutérium, tritium donne hélium 4 plus neutron. Et ce neutron est utilisé avec du lithium 6, s'il vous plaît. Lithium 6 enrichi. Au moins, c'est du lithium enrichi en lithium 6 à au moins 60% et dans certains cas à au-delà de 80%. Et vous avez donc deutérium lithium 6 donne 2 hélium 4. C'est pour ça que les mecs ils disent dans le verre d'eau, ça marche. Parce qu'il y a du lithium 6, il y en a dans le lot aussi. Bien sûr, en fait, il y a le lithium à enrichir, etc. etc. C'est pour ça qu'ils disent que ça marche. Mais bien sûr, il faut le produire. Et donc là, on commence à rentrer dans la difficulté. Donc on le produit dans une couverture tritigène. Je vous répète que c'est du lithium 6 sous forme liquide ou sous forme solide. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut un multiplicateur de neutrons. Il faut un réfrigérant, de l'eau ou du gaz. Il faut un matériau de structure, en général de l'orofer, qui est un matériau, un acier faible activation. Et ça permet de produire du tritium et de récupérer l'énergie des neutrons. À peu près, vous avez 80% de l'énergie de la réaction de fusion qui est portée par les neutrons. Alors les tests sont prévus sur ITER. Ok. C'est seulement des tests d'opérationnalité qui vont être faits. Parce que si vous suivez un peu l'opérationnalité, savoir si j'arrive à faire fonctionner ce système-là. Mais si vous suivez un peu les nouvelles actuellement, la roadmap est en train de changer. Il y aura des neutrons, mais en très faible quantité dans ITER. Donc on ne testera pas la production. Hein. Donc ça veut dire que, parallèlement au projet ITER, Eurofusion est en train de dire il nous faut ce qu'ils appellent un volumétrique de source, qui est un réacteur, qui va valoir quelques milliards, encore une fois. Donc, bon, il faut purifier le lithium. Ça, vous n'êtes pas au courant, mais le lithium, c'est proliférant, c'est utilisé dans les armes. Et donc, je ne suis pas spécialiste, hein. Je ne suis pas en train de travailler ce retrait. Vous regardez Canard enchaîné lithium 6, vous allez voir que c'est dans les armes. Hein. Moi, je ne suis jamais été à la dame, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Et je n'ai pas travaillé avec eux. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui pourraient me dénoncer. Je ne suis pas en train de trahir un secret. Je ne connais rien. Le seul truc que je sais, c'est comme vous, j'ai regardé sur la doc, et c'est proliférant. Donc, c'est une technique à civiliser. Actuellement, les Américains ont arrêté, c'est très polluant, ont arrêté. Les seuls qui produisent du lithium 6 purifié, c'est les Russes et les Chinois. Et quand vous parlez en France de purification de lithium, ça coince hein, un petit peu, en particulier auprès des gens qui s'occupent de la non-prolifération des armes nucléaires. Donc c'est critique pour la filière, et je dirais donc que le deutérium est abondant. Il n'y a pas de tritium, actuellement. On pourrait dire qu'il n'y a pas de tritium, il faut le produire. Pour ça, il faut des quantités importantes de lithium. C'est accessible, il y en a suffisamment, j'ai fait la biblio là-dessus. Par contre, il faut le purifier, donc c'est la prolifération. Comment on fait pour, dans un monde qui est critique actuellement, éviter la prolifération des armes thermonucléaires? Et je vous ferai remarquer que c'est pas innocent quand on dit que, si vous regardez un petit peu, et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, hein, j'ai aucune spécialité, mais si vous regardez les mecs, la Corée du Nord, ils sont passés de 40 kilotonnes à 120 kilotonnes. Et ils ne sont pas passés de 40 kilotonnes à 120 kilotonnes sans quelque chose, une poudre de perlimpinpin dans leur système hein, d'armes. C'est ça leur système. Leur poudre de perlimpinpin. Ça marche plus? Si. Prolifération. Et les tests sur ITER, malheureusement, donc, je ne sais pas s'ils auront lieu. Donc actuellement, moi je mets abondance du combustible, je le mets plutôt en marron. Et pas forcément très pessimiste. Pas très optimiste. Alors, continuons, j'ai combien encore? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Combien? Intrinsèquement sûr, c'est le pilier 3 de la fusion. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, juste quelque chose dont vous vous rendiez compte, c'est que dans une machine de fusion, vous comprenez bien qu'on confine. Donc ça veut dire que la matière, on l'empêche de sortir. Mais si on l'empêche de sortir, ça veut dire qu'on l'empêche de rentrer aussi. Je schématise, hein. Ça veut dire que le transport parallèle dans une machine de fusion au bord du plasma est très fort par rapport au transport perpendiculaire. Donc dès que la matière est ionisée, elle va suivre les lignes de champ, et si 6 lignes de champ sont ouvertes, elle va aller taper dans les parois, se piéger, etc. etc. Résultat de ce truc-là, une efficacité de fueling dans une machine de ce type-là, qui est le jet par exemple, une efficacité de fueling, si vous mettez du gaz au bord, qui est inférieure à 5%. De plus, il faut que la quantité de gaz injectée dans la zone qui est bleue là, passe dans le plasma confiné et arrive au centre.
L'estimation de tout ça, avec le transport, etc., on est à peu près à un rendement de gaz de l'ordre de 0,5% sur ITER. Prévu 0,5%. Il faudrait plus que ça. Il faudrait 1,5%. Et donc ça veut dire qu'il faut trouver des nouveaux systèmes. Et c'est quelque chose qui est en train d'être discuté, réfléchi, etc. Mais il n'empêche que vous avez une gestion de quantité de gaz très importante. Regardez, ça c'est ITER full power. Ce qui sera jamais, ça ne sera jamais le cas. Hein. Mais imaginez full power ITER, il y a 10 ans, ils prévoyaient ça. Tritium brûlé 18 grammes par jour. Tritium recirculant 3,5 kg par jour. Donc pour avoir des réactions de 0,5 gigawatts, je ne sais plus combien de plasma par jour, etc., il y avait cette... vous pouvez calculer d'ailleurs. Vous avez ce ratio-là avec une injection de gaz qui est énorme, 120 pascal mètre cube par seconde. Donc ça veut dire quoi? C'est une gestion de gaz extrêmement importante. Et vous commencez à voir où je veux en venir. Tritium, quelque chose qui est difficilement confinable, qui passe à travers les matériaux, etc. etc. Donc... qu'est-ce qu'il y a donc, revenons quand même, juste très simple. Hein. Dans la machine, il y a très peu de combustible. Je vous ai dit, c'est une chambre à vide, il y a quelques grammes de combustible. Il n'y a pas de problème de tonnes de combustible, etc., de masse limite, etc., etc., masse critique, etc., etc. Il faut que ce soit très pur, très chaud. C'est très difficile à faire fonctionner, autrement ça fait 50 ans qu'on y serait arrivé, donc il n'y a pas d'emballement de réaction possible, l'énergie plasma est faible, il n'y a pas très peu d'énergie résiduelle, etc., etc. Donc la seule fonction de sûreté à assurer, c'est le confinement du tritium. Or, il y a une forte recirculation, pas seulement dans la chambre à vide, mais aussi dans l'usine tritium et tout le système qui gère l'injection de fuel. Donc, les autorisations de rejet autorisé par les autorités de sûreté, en fonctionnement en plasma, c'est 1 gramme par an. C'est ridicule, 1 gramme par an. Hein. Donc, et c'est très très loin d'ailleurs de sortir du nucléaire. Ils mentionnaient 2000 grammes par an, c'est faux, hein, ils s'étaient gourés à l'époque. Mais il n'empêche que là où ils ont insisté sur ce point-là, et c'est pas là qu'il fallait qu'ils insistent, c'est sur le fait que vous avez 1 gramme par an qui doit partir à la cheminée, et vous avez une recirculation de la machine de 233 000 grammes par an. Et ça, quand vous discutez avec les experts, cette gestion très importante, ben, ils vous disent « Oups, c'est very challenging ». Donc ça veut dire pour eux que c'est très très compliqué. Alors bien sûr, il y a des recherches actuelles modification de remplissage. On ne va pas utiliser du gaz, on va utiliser par exemple des matériaux solides qu'on va injecter dans la machine à 2 km par seconde, etc. Perso, je pense que ça ne marchera pas, ça ne pénétrera pas. Il y a aussi la solution de court-circuiter l'usine tritium, c'est-à-dire aller très très vite. Ça, c'est une solution qui est proposée. Je l'avais étudiée dans les années 90. Je n'étais pas convaincu, je ne l'avais pas mise sur Torsupra. Si on m'avait demandé de regarder, j'avais dit ça ne marchera pas. Donc il y a tout un tas de trucs qui me font dire que c'est très challenging et qu'on n'a pas gagné. Alors, vous voyez, j'ai mis un peu de vert parce que si vous relarguez du tritium, pas grave, hein, c'est faiblement radiotoxique. Donc, oups, vous allez me dire, ouais, mais les mecs dans la vallée de la Durance, là, quand ils vont voir que la Durance, elle passe de à peu près 1-2 becquerels de tritium dans l'eau, et qu'à Pertuis, donc en aval, elle passe à 20, 30, 40, 50 becquerels, vous ne croyez pas qu'ils vont s'inquiéter? Ah, j'ai dit oui, ça c'est autre chose, c'est un problème politique, d'acceptabilité, etc. Je ne parle pas d'un problème scientifique. Là, okay, donc, c'est intrinsèquement... on travaille sur ça dans les projets Transat Titan, on sait que c'est faiblement radiotoxique. Sauf les poudres triciers. Je pourrais intervenir après si tu veux, après ta présentation. Et donc il y a une gestion de quantité importante de tritium. Donc bon, voilà, j'ai résumé un petit peu. Il faut diminuer les quantités à gérer. Il faut une nouvelle approche du fuel cycle. Et puis il faut travailler sur les barrières de perméation en particulier, c'est-à-dire des coatings sur les surfaces qui bloquent le transport du tritium vers l'extérieur de la machine. Tout ça, ça existe, mais vous voyez que je suis quand même en orange là. Alors. Ça, c'était des piliers. Il y en a un troisième problème, et je crois que je conclurai là-dessus, puisque je n'ai pas trop de temps. C'est trop long, ma présentation, mais ce n'est pas grave. Vous l'aurez, Tony, elle sera diffusée. Donc, les matériaux et les neutrons. Et ça, c'était un argument fort des détracteurs. Alors, donc, tous les matériaux sont soumis aux neutrons, et les matériaux de structure, comme le reste, hein, bien sûr. Et vous savez, je ne sais pas, je pense que vous savez. Alors, premièrement, je reviens sur ce point-là, qui était... Neutron ou pas neutron? Neutron ou pas neutron? Parce que bien sûr, tout le monde dit, et je m'en suis aperçu dans la communauté des tokamaks, hein, les mecs ne s'aperçoivent pas de ça. Donc, neutron ou pas neutron? Dans une machine de fusion, tu fais qu'encore une fois, le transport parallèle
est très rapide par rapport au transport perpendiculaire. Dès que vous sortez de cette surface magnétique fermée, c'est-à-dire là où le plasma est confiné, mais vous avez une décroissance de la densité, de l'énergie, des particules, qui est une décroissance exponentielle. Ça veut dire que les dépôts de flux dans une machine de fusion, si vous ne pouvez pas jouer sur le transport, c'est-à-dire vous suivez le transport actuel, sont extrêmement localisés. Sur la décroissance, la longueur de décroissance, actuellement, c'est centimétrique, un peu moins de centimétrique sur ITER. D'accord? Et ça veut dire que vous avez des dépôts de flux qui sont extrêmement localisés. 10 mètres carrés actuellement sur ITER. Alors vous pouvez imaginer des techniques, vous allez faire du sweeping, vous allez déplacer les dépôts, enfin bon, ça va intense, hein. Puis vous avez d'autres systèmes qu'on peut imaginer, on peut en discuter si vous voulez. Alors maintenant, le fond de ça, neutron ou pas neutron? Ben neutron. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple la réaction de deutérium hélium 3, vous voyez que toute l'énergie reste dans le plasma. Imaginez 500 MW ITER, 500 MW de puissance, vous faites deutérium hélium 3, ben vous avez 500 MW sans neutrons, ça fait 50 MW par mètre carré, en continu. Là actuellement, en carbone, ce qui n'est pas prévu dans ITER, hein, en carbone on est à 25, en tungstène à 15 c'est mort. Mégawatts par mètre carré. Conclusion, si vous êtes en deutérium tritium, mais vous êtes 400 MW, vous allez à 500 MW, pareil, vous avez 400 MW de neutrons, ça c'est 4 pistes radiants, ça part dans toutes les directions. Vous avez 100 MW sur les ions, ça fait 10 MW par mètre carré, en continu. Donc ça a plutôt tendance à favoriser d'été, vous voyez ce que je veux dire. Donc les neutrons, ben, on en a besoin. Et on en a besoin, pas essentiel, pas en plus pour produire le tritium, hein, parce que deutérium, hélium 3, il n'y a pas de besoin. Hein. L'hélium 3, il y en a plein sur la Lune, hein, en particulier. Enfin, bon, c'est un détail, il faut aller le chercher. Deutérium, tritium, ben, le neutron sert à produire le tritium, mais en même temps, si vous voulez, ça diminue la puissance conduite sur les 10 mètres carrés. Alors, qu'est-ce que feront les matériaux dans tout ça? Ben, vous savez que vous avez... Pour ceux qui sont intéressés par j'avais trouvé un papier de reflet de la physique, la SFP, hein, numéro 38, Jean-Louis Boutard, qui est un expert du CEA. Vous regardez ce truc, c'est vachement bien fait, il y a tout sur la fusion, et les neutrons, etc. etc. Donc il y a deux trucs, c'est les collisions élastiques et les collisions inélastiques. Les collisions élastiques, c'est des déplacements par atome, et elles ont des conséquences. Et puis après, les collisions inélastiques, c'est la transmutation. Dans les collisions élastiques, ben, ça fait des dommages, ça crée des défauts, des lacunes, des interstitiels, il y a des clusters de lacunes, des clusters d'interstitiels, blablabla, et ça entraîne comme conséquence la perte des propriétés mécaniques. Et qu'est-ce que ça donne, ça, comme perte de propriétés mécaniques? Je vais essayer de vous montrer ici les effets de la DPA. Alors ça, c'est l'évolution de la transition ductile fragile d'un matériau qui est un acier sous des neutrons de fission. Hein. Attention. Alors ça veut dire quoi ça? Vous voyez là, au départ, sans neutrons, vous avez cette transition qui est à basse température. Hein. Donc ça veut dire qu'ici, dans cette zone-là, le matériau est fragile et ici, il est ductile. Et ce qui se passe, vous voyez que en l'irradiant par des neutrons, vous allez déplacer cette transition ductile fragile vers des zones d'opération de la machine. L'opération, ça peut être 100, vous voyez, bon, on est loin encore, mais c'est 100 degrés par exemple, imaginez que ce soit dans une température de fonctionnement de 150 degrés, vous voyez que petit à petit, ça se déplace par des neutrons d'irradiation de fusion. Alors, est-ce que ça, pour les neutrons thermiques, est-ce que ça a des conséquences? Ben non, parce que si on regarde ce qui se passe avec des neutrons thermiques, on observe sur la DBTT, vous voyez qu'on part d'une valeur en fonction de la dose jusqu'à 12 dPa, hein. Regardez la dose que l'on peut avoir sur les réacteurs de fission, c'est 100 dPa, 12 dPa, c'est dans cette zone-là. Et vous voyez que... Il faut que j'arrête. Laisse-moi... Je termine sur ça et je montre un truc qui est vachement intéressant, je pense, pour vous. Et vous voyez que là, on sature. Ce qui n'est pas le cas avec des neutrons de spallation, qui sont des neutrons de beaucoup plus forte énergie, 80 mégaélectronvolts. Il n'y a pas de saturation. Qu'est-ce qui se passe avec les neutrons de fusion? On ne sait pas. Donc... Il y a aussi le problème des gonflements dus à la production d'hélium. Et donc, les effets des neutrons sur les réacteurs de fusion, ben, c'est un truc qui est ouvert, complètement ouvert. On n'a pas de source de fusion, de neutrons de fusion, donc il faut la développer. Et c'est une controverse qui, de mon point de vue, est ouverte, mais on ne pourra pas éviter les neutrons, de mon point de vue. Je voudrais conclure sur les déchets à vie courte, de 2 minutes, pas plus. 3 minutes. La fusion a été vendue en disant... il y a 15 ans, hein,
j'étais dedans, hein. Elle a dit, au bout de 100 ans, un réacteur de fusion aura la même radioactivité qu'une centrale au charbon. Ben, le charbon, il y a des produits radioactifs. C'est ce qui est marqué là. Bon, est-ce que c'est vrai? Ah ben, on a dit, on va développer des matériaux. On va développer des matériaux qui s'appellent en particulier l'eurofer, qui est un acier basse activation. C'est-à-dire qu'il contient ni nickel, ni cobalt, blablabla, etc. Et il y a quelques années de ça, Gilbert, c'est presque comme le même nom que, c'est pour ça que je m'en souviens bien, que Titana, a publié un papier, 2019, où il essaie de voir par rapport, donc il regarde d'abord l'évolution de l'activation bêta-gamma de l'eurofer au cours du temps. Attention les échelles, hein, 100 ans c'est ici, hein, et ça c'est 1000 ans. Et il regarde ce que ça donne. Alors c'est un peu compliqué, j'essaie de mettre des flèches, etc. Et je vais essayer de ne pas m'y perdre moi-même. Alors comme ça, je ne vous y perdrai pas beaucoup. Mais regardez, par exemple, il regarde la limite en carbone 14, elle est ici. Vous voyez qu'on est à largement, on est à plutôt à 1000 ans. La limite en carbone 14, alors s'il regarde la limite UK qui intègre bêta-gamma, ben, c'est bon. Alors attendez. Non, pardon. La limite, elle est ici. Or, l'eurofer tel qu'il est actuellement, il est au-dessus, donc il ne peut pas être stocké. C'est ce qu'on dit sur les 100 ans, c'est pas vrai. Pour la France, oui, le carbone 14, ça marche. Mais par contre, la France, où elle est morte, c'est par rapport au néobium. Alors, c'est lequel, celui-là, le point? Le néobium 94 qui est ici. La limite, la valeur activation néobium 94 est ici. Et la limite en France est ici. Donc, voilà, ça obtient un résultat qui est aussi très négatif. Conclusion, ben, l'acier bactérisation, oui d'accord, mais la présence d'N14, d'azote 14 dedans par le process de fabrication en termes du carbone 14, la demi-vie du carbone 14, il faut attendre un moment, hein, c'est 7715 ans. Donc pour Lucas, en Angleterre, la limite, ça pose un problème. Et nous, la limite, c'est l'hénium 94 qui pose le problème. Donc l'eurofer est non autorisé en entreposage de surface à l'échelle de 1000 ans. Bref, oups. Alors bien sûr, c'est effort sur les matériaux. Mais effort sur le matériau, ça a un coût. Il faut purifier les matériaux, etc., etc. Bon, après, vous pouvez dire, si on fait beaucoup de réacteurs nucléaires, on rentabilisera ça. Mais bon, non. Et puis bien sûr, le tritium n'est pas pris en compte. Et le tritium dont je vous parlais tout à l'heure, c'est bien sûr dans les déchets. L'ANDRA ne veut pas de marquage tritium de l'environnement, c'est-à-dire aucun rejet dans l'environnement en tritium. C'est une demande d'ANDRA, et de mon point de vue, ça sera en plus, c'est ad personam, ça sera en plus une demande du public. Donc il faut traitement des déchets, l'entrepreneuriat, et ça. R&D en cours, ce qu'on est en train de faire avec Arnaud dans un projet qui a été financé par l'ANDRA, avec beaucoup d'argent d'ailleurs, on est très contents. Voilà, bref. Donc, qu'est-ce que fait la fusion? Ben, elle développe des sources fusion, neutrons fusion, pour essayer de faire des tests, pour essayer d'améliorer les matériaux. Ben, c'est 2 ou 3 milliards encore de plus. Combien c'était je l'ai mis, 1 milliard d'euros, on a dépassé, et 50 millions d'euros de fonctionnement par an. C'est en Espagne, c'est en train d'être mis en service. Donc, déchets à vie courte, non. Il faut adapter les matériaux, ça veut dire les purifier. Ça va bien sûr diminuer si la filière se met en place, ça diminuera le coût, mais pour le moment, ça est en cours et ce n'est pas le cas. Donc je voulais parler de disruption, je skippe ça. Le coût, bien sûr, je skippe ça. Et j'arrive aux conclusions. Vous regarderez ce que... Bon, je suis toujours trop bavard, mais il y a des problèmes de prolifération, il y a les problèmes de disruption. On pourrait utiliser des stellarators. Je vous rappelle que Renaissance Fusion et Gauss Fusion en Europe, Renaissance Fusion en France et Gauss Fusion en Europe, avec qui je suis en contact. Moi, je suis en contact avec Gauss Fusion. On travaille sur une solution Stellarator. Stellarator, pas de courant plasma, donc pas de disruption. Donc, ça peut être intéressant. Le coût, c'est 40 milliards de dollars. Si vous le positionnez, ce truc-là, hors de la production d'énergie, qu'est-ce que vous allez me dire en tant que physicien? Vous foutez l'argent dans une poubelle. Si vous le produisez dans un truc de recherche de R&D sur la physique des plasmas. Et si vous donnez-moi l'argent, je ferai beaucoup mieux que vous. C'est ce que disent les gens en général, d'ailleurs. Donc, voilà. C'est clair que si on n'est pas en production d'énergie, c'est-à-dire on ne va pas très rapidement à la production d'énergie, ces mises de fonds sont indécentes. Elles ne sont pas indécentes sur le budget global de l'énergie dans le monde.
C'est à peu près 3500 milliards de dollars par an, hein. C'est énorme. Mais elles sont indécentes par rapport à la R&D de base que l'on pourrait faire, par exemple développer des panneaux solaires de qualité, etc. Et le dernier point que je n'aborderai pas, c'est les startups fusion. Mais si vous avez des questions, je pourrais pas y répondre. Excusez-moi, j'étais trop rapide, j'avais trop mis, mais en fait, bon, voilà. Merci Christian. Alors on a le temps pour une question très courte. Merci beaucoup d'avoir fait ce travail et d'en avoir rendu compte avec autant de franchise d'ailleurs. Ouais, j'ai une question moi, sur le heat extraction, enfin l'argument pour les neutrons, en faveur des neutrons. Est-ce qu'il n'est pas quand même assez spécifique au tokamak? Parce que si on prend par exemple des machines linéaires comme soit des miroirs, soit des FRC, où il y a quand même pas mal de travaux intéressants, là on peut avoir comment ils appellent ça, un expanseur de flux au bord où on peut gérer, à mon avis, enfin il faut réévaluer ça, je pense, dans un contexte non tokamak. On aura les mêmes problèmes dans les machines à miroir avec les neutrons, puisqu'ils sont donc confinés. Et donc, oui, mais justement, du coup, si on n'a pas de neutrons, c'est plutôt si on n'a pas de neutrons. Si on n'a pas de neutrons, oui, ça c'est autre chose. Mais il n'empêche que je vois très bien ce que tu veux dire, en particulier sur. Il y a des gens qui travaillent sur ça aux États-Unis. On a regardé. Moi, j'ai commencé, mais pas vraiment de manière profonde à regarder ça. C'est clair qu'à la sortie de la machine de miroir, il y a des pertes. Mais bien sûr, c'est très divergent, donc on dépose sur on diminue le flux. C'est ce que tu veux dire? C'est ça, oui, oui. Je ne me prononce pas là-dessus, je n'ai pas réfléchi. C'est clair que c'est une truc intéressante, mais il n'empêche que le problème, c'est le problème du rendement de ces machines, puisqu'elles ont des pertes importantes au niveau des miroirs. Voilà, tout à fait. Donc c'est ça qui pose problème, de mon point de vue. Par contre, je trouve que c'est vrai qu'on peut expandre le flux. Alors, tu sais que dans les tokamaks, il y a plein de solutions qui sont envisagées, oui, qui sont de faire rayonner, etc. Moi, ce que je voudrais pointer sur un truc comme ça, c'est que, et en particulier, je vois qu'il y a des jeunes étudiants, etc., c'est que dans une machine, et en particulier, on va le voir sur les poudres, je pourrais en discuter sur les poudres, mais on peut en discuter sur ça aussi, comment faire pour diminuer la puissance conduite, il faut une vision systémique. Une vision systémique. Je vous explique un truc très simple. Non. Si tu veux faire rayonner le plasma, tu injectes un radiateur, quelque chose qui rayonne. Actuellement, c'est de l'argon. La pulvérisation du tungstène par de l'argon, c'est 38 électronvolts. Conclusion, tu veux faire rayonner, d'accord, tu augmentes la quantité, tu vas forcément augmenter la concentration de tungstène dans le plasma de bord. Qu'est-ce que tu vas créer? Tu vas créer des parties, je ne sais pas si tu vas en parler tout à l'heure, mais tu vas avoir accrétion de tungstène, tu vas créer des microparticules, des nanoparticules, qui introduisent un gros problème de safety. Vision systémique. Et qui manque. Je ne dis pas que je sais le faire, mais au moins j'essaie de penser à ça. Merci. Bien, bah écoute, merci beaucoup Christian.